Ah, le voilà, c'est bon. T'es en train de le chercher, le petit commandant en question, le voilà. Fais-le. Donc, le Dragon Master Outcast, une 1-1 pour 1 noir, qui dit en gros, au début de ton tour, si t'as 6 terrains ou plus, tu crées un jeton de dragon 5-5 vol. Un Commander Non plus. Devoid, non plus. Ça marchera pas. Puis de toute façon, des Commander Devoid, ça existe pas malheureusement. Il y a aucune créature légendaire avec Devoid. True. Ça, c'est bien dommage. Mais bref. Donc, Dragon Master Outcast, je sais pas s'il y a grand chose à dire, mais c'est une excellente carte de Tribal Dragon. Il y en a un qui aime pas cette carte-là, en vrai. Il y en a un qui me dit un jour qu'il aimait pas cette carte-là parce que c'est une créature trop facile à détruire, qui a juste 1 d'endurance et tout. Puis que c'est long à avoir 6 terrains. Ben, moi, je trouve qu'en deck tribal, c'est bon parce que, tu sais, exemple, tu joues tribal dragon, ton but, c'est de ramper. Fait qu'un tour 1 comme ça, de dire, hey, faites attention. J'ai déjà gagné des games en faisant justement ça, du fait que, la personne, elle pouvait pas le gérer. Fait que ça a donné que j'ai eu un dragon, puis un dragon, c'est tout ce que j'avais de besoin. Et surtout si ta base est assez fortement dans le vert, comme un Ouais. de mes decks de Commander avec Atarka One Render, avec laquelle il y a quand même plus de bases vertes, donc avec plus de rampes et tout, donc possibilité d'activer la capacité plus vite. Oui. Pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est vachement intéressant comme carte. Voilà. Donc c'est soit dans tous les tribal dragons et tout, il n'y a pas de question à se poser. Ou peut-être dans un deck avec Jired par exemple, parce que Jired aussi, il a du vert, il peut ramper. Et avec les dragons que tu crées, bah en fait quand il attaque, tu en crées une copie, voilà. Parce qu'il populate à chaque fois qu'il attaque en gros. Effectivement. Le Jired que voici. Ah, la maudite lettre ajoutée que j'oublie, j'arrête pas d'ajouter sans faire par exprès. Voilà. Va peut-être la grande. Voilà, vous allez peut-être pouvoir mieux le lire là, depuis le début. Là. Je pense que le monde est capable de le lire, mais il me semble qu'il est un petit peu trop petit. Je l'agrandis un petit peu. Désolé d'avance pour ceux qui n'ont pas pu le lire comme du monde les garde, mais bon. Avec lui, en gros, tu copies, tu fais du populate à chaque fois, avec tu copies les dragons que notre cher petit Dragon Master Outcast est capable de créer. Voilà. Voilà, c'est une carte assez intéressante là-dessus. Pas grand chose de plus à dire. Ah ben, je veux dire, il est juste joué en commande de multijoueur, hélas. Malgré le fait que c'est une 1-1 pour 1, il pourrait être joué dans des gros formats, mais non. Voilà. C'est long d'avoir 6 mana, là. À moins que tu contrôles en masse, mais facile à détruire à un moment donné sur le long. Mais bref. On passe directement au vert. Et oui, malheureusement, le vert, pour la simple déclaration que c'était la seule carte rouge intéressante. Donc, on commence avec une carte qui est malheureusement tellement sous-jouée. Je comprends pas pourquoi elle est sous-jouée. Ça s'appelle Underground Champion. Je vais vous montrer tout de suite. Faut pas que j'oublie. Non. Ah, il est plus loin en fait. Je cherche. Ouais. Donc, il y a 2 mythiques en vert, tandis que dans certaines couleurs, il y a une seule mythique. Dans le noir aussi, il y avait 2 mythiques, mais bref. Perdre la meilleure couleur. Hey, c'est pas ici qu'il faut dire ça, Merci. c'est dans la chaîne de Dark Greeds. Alors, on peut le dire. C'est la couleur. Ah oui, il peut dire. Oh, The Pain et Tony de 4 qui montent de level. The Pain qui est rendu un joueur expert des niveaux 55 et Tony de 4 un joueur moyen. Une joueuse moyenne de niveau 28, excuse-moi. Merci d'être là en passant, ça fait vraiment super plaisir. Voilà. Donc, l'Underground Champion. Donc, je vous montre ici. Donc, c'est une carte que je trouve que j'ai l'impression qu'elle est un peu trop sous-jouée. C'est une 2-2 pour 3 dans 2 verts. Tu sais qu'à chaque fois, qu'en fait, il gagne le marqueur plus 1 plus 1 avec à chaque fois qu'un terrain entre en jeu, avec la capacité de Landfall. Et en fait, à chaque fois qu'elle se prend des dommages, au lieu de se prendre des dommages, il va juste perdre un marqueur plus 1 plus 1. Donc en gros, c'est facile de monter en marqueur plus 1 plus 1, surtout dans des decks prolifères, des decks avec lesquels tu mets beaucoup de terrain en jeu. Voilà, quoi, ça fait quasiment un bloquant infini qui peut quasiment jamais mourir, en fait. C'est vrai. T'en penses quoi de cette créature-là? Underground Champion a été vraiment bon, était quand même bien joué en standard, mais malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Ah ouais? Il était tassé assez rapidement. Ouais. Il était joué beaucoup avant. Je me rappelle, dans le temps qu'elle était sortie, c'était à peu près une vingtaine de dollars que ça valait. Puis qu'après ça, bah, c'est parti aux oubliettes. C'est sorti du temps, c'est sorti du format, puis ça a juste arrêté d'être joué carrément.
Ouais, puis même en Commander, je le vois quasiment jamais parce que c'est une créature que. C'est pourtant une créature qui est quasiment à bloquer à l'infini, là. Puis Oui, techniquement, effectivement, mais c'est ça le problème, c'est le fait que justement, t'es comme ah, c'est pas si intéressant que ça pour qu'est-ce que ça vaut la peine. Là. Ben, je pense avoir d'autres raisons que j'ai trouvé certaines raisons qui font en sorte que certains joueurs décident de le délaisser et qui peuvent se passer sur autre chose. La première raison que j'ai trouvée, c'est le fait qu'il n'y ait pas de capacité d'évasion. Il n'y a pas de trample et tout. True, effectivement là-dessus, c'est un très Il y très a bon point. beaucoup de créatures avec le trample aujourd'hui, puis lui, il y en a juste pas en fait. Fait que c'est dommage. Surtout qu'en plus, à côté, t'as des créatures aussi qui gagnent les marqueurs plus plus mais de manière plus rapide. Même s'ils peuvent se faire tuer plus facilement. Mhm. Le problème étant qu'il ne fait que prévenir des dégâts là, à chaque fois pour justement empêcher de mourir. Le problème, c'est que tout ce qui est détruit et tout ce qui est exil, ça marche sur lui. Mhm. Mais Darwin est là dans son. Donc ça compte. Ouais, ok, True. ça c'est par rapport à verte, la meilleure couleur. Parce Moi, que je oui, vais te effectivement, trample like a T-Rex roll. Oui, T-Rex ça. oui. Ah! Ça, c'est vraiment le fun. Sinon, dans les seules fois où on peut le jouer, Omnad Locus of the Roy, c'est un élémentaire. Ouais, Et surtout qu'il effectivement. ouais, il y a des boosts de marqueur plus 1 pour les tribales élémentaires, donc du coup, ben, tu peux le booster facilement. Vorinclex qui double les marqueurs plus 1. Effectivement. Mais, Toutes les decks de compteur plus simple finalement. T'sais. ouais, c'est ça. Mais c'est finalement une carte assez sous-jouée, là, qu'on voit quasiment jamais, là. Et c'est bien dommage, je trouve. C'est bien dommage, je trouve. J'aimerais ça l'avoir un petit peu plus souvent. Bon, ensuite, on a la deuxième bêtise. T'avais-tu quelque chose à ajouter? Non, je dirais que comme dit, principalement, tu joues ça dans les decks de plus 1, puis au pire élémentaire. Mais à part de ça, tu joueras pas ça dans vraiment grand format. Là. Ok, c'est bon. Puis c'est Commander, t'es même là, t'es Commander, puis. Ouais, même Commander, c'est sous-joué, en fait, cette carte-là. Et j'ai juste jamais vu être joué, en fait, de ma vie, pour être honnête. Bon. Ça, Et dommage. comme dit, c'est ça. C'est une carte, je me rappelle dans le temps que c'était comme 20$, puis après ça, ça te droppait assez facilement à 2$. Quand c'est sorti du standard, ça valait plus rien parce que personne les jouait. T'sais. Ouais, il y a du monde qui ont dû avoir de la misère à le vendre, en fait, une fois que c'était sorti du standard, en fait. Yep, même avant. Même avant, dès que c'était arrêté d'être joué, le monde voulait quasiment les retrader. Parce que le monde, c'est une carte à 20$, ça valait la peine, puis finalement, Ah, mais personne ça. C'est l'achetait, parti. fait. Presque personne l'achetait une fois que tout le monde a déjà vendu. Une fois qu'il y avait trop de stock dans les magasins, le monde est déjà en mode. Voilà. Mhm. Bref. Bon, passons à une carte. Lui aussi, tout aussi sous-joué un petit peu, mais qui a quand même une capacité qui a potentiellement plus d'intérêt. Green Warden a Murasa. Donc, c'est. Je vous la montre déjà de base. Voilà. On le montre en gros plan, comme ça. Focus. Et. Donc voilà, ça c'est une belle grosse patate quand même. Une 5-4 pour 6. C'est pas les meilleurs stats pour une créature à 6, mais bon. Voilà. Donc le Green Warden Murasa, de 5-4 pour 6, dont 2 verts. Dis en gros, quand il arrive en jeu, tu ramènes une carte du cimetière dans ta main, et quand il meurt, tu as la possibilité de l'exiler. Si tu le fais, il refait sa capacité de ramener une carte du cimetière dans ta main. Donc en gros, c'est littéralement tout simplement une version. C'est littéralement une version surboostée de Eternal Witness en fait. Ah, bah oui. C'est aussi bête que ça. C'est littéralement une version surboostée. Ça fait exactement la même capacité. Bien que la majorité des gens vont préférer jouer Eternal Witness pour une raison simple, c'est qu'il coûte 3 de moins. Et que le petit, on s'en fout en fait, parce que le but, c'est juste de ramener quelque chose dans ses mains. Ah, c'est pas fou. Ouais, c'est ça. Malgré le fait que la créature peut refaire ses capacités lorsqu'il meurt. Mais après ça, il devient exilé et il n'est plus. Il est quasiment plus exploitable en fait après. Effectivement. Donc voilà. Donc encore une créature sous-jouée, mais qui a mais quand même une capacité plus intéressante parce que ramener des cartes dans ta main, ça peut être potentiellement n'importe quoi. Et a quand même plus d'intérêt. Là, je vérifie s'il y a des informations que j'ai pas oubliées là-dedans. Ah, c'est vrai que ça permet de ramener des cartes importantes de ton cimetière dans ta main, genre par exemple des créatures sacrifiées par Valifor. Oui, effectivement.
Donc tu le mets en jeu, tu le sacrifies, puis tu peux aller chercher un truc qui coûte genre 7 par exemple. Et mais ça, tu le mets en jeu, Vanifor. Je vais vous montrer Vanifor pour être sûr d'éviter de dire des niaiseries non plus. Là. C'est vrai qu'effectivement, tu peux aller chercher 7, puis tu peux le. Ben, pas lui-même le ramener dans tes mains. Ouais. Quand tu l'exiles, mais tu peux en ramener un autre, t'sais. Ouais, c'est ça. Donc c'est une grosse patate que tu sacrifies, tu ramènes un truc dans tes mains. Et voilà quoi. Puis après ça, tu peux le ramener dans ta main avec un autre effet et tout. Ou bien tu peux juste aller le chercher avec un truc qui coûte 5. Tu ramènes le truc qui coûte 5 dans tes mains, tu leur sacrifies. Enfin, plus tard, là, évidemment. Là. Price Speaker Vanifor, c'est surtout un deck de combo pas mal énervé. Là. Il y a plein d'affaires qui permettent de le dégager, puis de tout le temps sacrifier des affaires, puis de faire des combos infinis aussi. Là. C'est clairement. On pourrait quasiment parler de C et de H en fait. Avec. Toujours là? Oui, toujours là. Ok, c'est bon. Ben voilà, de Grand Warden, je pense que c'est surtout dans ce deck-là qu'il va peut-être jouer. Là. Sinon, j'ai-tu oublié de quoi? Non, j'ai rien oublié. Sinon, la plupart du temps, si je check sur Grand Warden of Asta, c'est assez peu joué finalement. Surtout par rapport au Internet Winners qui est beaucoup mieux parce qu'il coûte moins cher et tout. C'est ça. Je veux dire, le deck qui le joue le plus, c'est dans un Horde of Notion, puis il est à 36% là. Des decks. Okay. Pas le plus joué, c'est Omnat Locus of the Roy, puis il est à 25% en fait. Il est juste dans un quart des decks. Voilà. Mais bref. À cette heure, on passe à la prochaine carte verte, qui lui, par contre, est déjà beaucoup plus connue. Et qui est vachement cool. Qui est en fait une réédition. Je me rappelle plus quelle édition. Ça, c'est Lorwyn. Si je me rappelle plus. Attends, je vais vous montrer là. Sylvan Scrying. Voilà. Je vous présente donc Sylvan Scrying. Tout simplement. Oui. Un petit rituel vachement cool. Je vais vous le montrer ici. Jouer notre front. Yes. T'as totalement raison, le fameux Dectron. Personne n'a le droit de faire la blague par contre. Il n'y a que moi qui peux le faire ici. On top 3 des guildes dans Magic, Boros, Golgari et Gruul. Ah, ok. Donc, Boros et Gruul aussi font partie de mes guildes préférées. Même si je préfère Gruul. Même si je préfère Boros, évidemment. Allez, faites le focus. Faut vraiment que je l'approche tout près de la caméra pour être sûr que ça marche. Voilà. Mais bref. Donc, Seven Scrying, c'est juste un rituel coûtant 2 et qui est littéralement un tutor à land. Voilà, tu mets le land dans ta main depuis ta bibliothèque. La land de ton choix. C'est aussi bête que ça, et pourtant c'est tellement pratique. Surtout en Commander multijoueur. Je veux dire, tu peux aller chercher n'importe quelle land en fait, c'est pas compliqué là. Tu peux aller chercher les Gaia Cradle, tu peux aller chercher les Cabal Coffer, tu peux aller chercher les Young Mot, tu peux aller chercher le Yavimaya Berceau de croissance. Voilà, j'ai pris une carte au hasard parmi ceux que j'étais en possession. En français, bien entendu. Évidemment. Oui, Cultivate, mais. Ouais, Cultivate, c'est vrai que c'est cool, mais c'est juste des basic lands. Steven Scry, c'est la land que tu veux, n'importe laquelle. Field of the Dead, etc., etc. Bref, ou même n'importe quel terrain utilitaire comme Scavenger Ground, qui est un terrain que tu peux sacrifier un thésard pour ou lui-même pour exiler tous les cimetières. C'est vachement intéressant. Notamment, par exemple, dans un. Que par exemple, si je peux citer notre fameux Polo, lui en gros qui dit que tu fais des copies de créatures qui ne sont ni en jeu ni dans ton cimetière. Mais en fait, si tu exiles tout ton cimetière, ben, ça te donne la place pour mettre des copies de créatures en plus, même si tu étais censé en avoir déjà joué en fait. Oui, en effet, c'est vrai que c'est cool de ramper en cochon là. Et voilà. Et évidemment, comme tu l'as précisé, Green, c'est effectivement joué dans Tron en 4 exemplaires pour tout simplement avoir la possibilité d'avoir dès le tour 3 les fameuses pièces de Tron. Alors, certains. Oui, c'est vrai. Certains vont peut-être me demander, mais comment en fait? Je veux dire, tu mets tes 2 pièces de Tron, t'as 2 incolores, mais t'as pas de vert. Et bien, techniquement, avec le Chromatic Star et le Chromatic Sphere,
Ces 2 artefacts, en gros, tu payes. En fait, tu les engages, tu les sacrifies. Ben, tu payes un, tu les engages, tu les sacrifies, puis tu gagnes un vert avec ça. Enfin, tu gagnes un mana de la couleur de ton choix, mais tu vas dire tout le temps vert. Et du coup, avec ça, tu as l'autre mana incolore qui te reste. Tu payes 2, c'est 20 scrying, je vais rechercher la pièce qui reste. Paf, count, ou ben War Command Chain directement. Et voilà, le tour est fini. Donc, voilà, une superbe carte de tutor, jouable en moderne évidemment, donc quand c'est jouable en moderne, c'est juste merveilleux, quoi. Ce qui en fait donc une bonne édition qui est déjà au-dessus de la moyenne pour le format moderne, parce qu'il y a beaucoup d'éditions qui n'ont strictement rien apporté pour le moderne, qui ont très peu rapporté pour le moderne. Ça, c'est quand même un des decks les plus importants de l'histoire de moderne, le deck Tron, là. Fait que voilà. C'est un exemple de bonne édition pour le moderne. Rien que pour ça. Et avec, évidemment, une autre carte que je vais pas vous montrer tout de suite. Évidemment. Bon. Ensuite de ça, c'est la dernière carte verte. Et on va passer maintenant aux cartes multicolores. Le multicoloré. Là, on a quand même du stock là-dedans. Les cartes multicolorées. Et on va commencer. Off. Je pense que c'est ça le nom. Allez, let's go. Donc voilà, la première carte. Je vous présente donc le Sea of Stagnation, le seul Eldrazi coloré être jouable. Voilà. Donc je vous montre la carte en full screen évidemment pour vous montrer parce que je vous rappelle que le but c'est de collectionner. Ah. Allez, merci. C'est la meilleure technique pour justement faire en sorte que le monde puisse le voir. Donc, c'est une belle grosse patate quand même. Hein? Une 5-7 pour 6, dont un bleu et un noir. Voilà. Une carte notamment qui est gros. Hein? Qui est gros. Bon, ok, je vais arrêter de divaguer un petit peu. Là. Donc, le Sea of Stagnation, une 5-7 pour 6, dont un bleu et un noir. Le Devoid, évidemment, comme tous les Eldrazi qui coûtent du mana coloré. Et enfin, quand un land entre en jeu, quand un adversaire met un land en jeu, il exile les 2 cartes du dessus de sa librairie et vous piochez 2 cartes. 2 cartes. C'est quand même beaucoup de cartes à vintage. C'est un reverse landfall. Yes, c'est un reverse landfall également, mais désavantageux pour les adversaires. Oui. Bon, après, cette carte-là, pour être honnête, elle est juste connue pour être jouée dans Phénax, en fait. Enfin, elle est inconnue pour être jouée que dans Phénax. Et ça pour la simple et unique raison que il était pour la simple et unique raison que il y avait 7 d'endurance, donc grosse patate qui pouvait émuler 7 cartes tout le monde avec la capacité de Phénax. Donc, Phénax, c'est lui. Phénax. Voilà. Donc, notre bon dieu le dieu de la déception. Non, ça c'est traduit en littéral. Rainbow! Donc, Phénax, le dieu de la déception. Donc, il donne la capacité, en gros, à toutes les créatures de dire... ah non, c'est target player seulement. Ah, c'est un petit peu moins efficace que je pensais, mais je pense que ça aurait été un peu trop efficace dans le cas d'ici. Bon, mais bref. C'est un autre sujet. Mais avec cette endurance, vous pouvez miller cette carte de l'adversaire avec sa grosse endurance et tout. Et surtout le fait qu'il t'a donné beaucoup de cartes en vedette, tout en enlevant des cartes du dessus du deck adverse à chaque fois qu'un adversaire décide d'exiler. Donc, ça grindait, ça te faisait piocher. Ça pouvait potentiellement enlever des cartes intéressantes de l'adversaire, surtout que c'est de l'exil en plus. C'est pas du mill normal, c'est de l'exil. C'est bon. Fait que c'est encore plus efficace. Vachement beaucoup plus efficace. Après, il était connu que pour Phénax, mais depuis la sortie de Umbris, il a regagné un certain intérêt. Parce qu'en fait, les cartes que le Sea of Stagnation va exiler, ben en fait, ça va servir à grossir Umbris. Fait qu'il va être encore mieux dans ce deck-là. Parce qu'au lieu d'être juste une grosse patate qui va servir à exiler puis juste faire piocher, ben en fait, il va pouvoir booster Umbris. Umbris, parce que Umbris va déjà exiler des cartes de l'exil, mais en plus, le Sea of Stagnation à côté, il va encore plus exiler des trucs. C'est bon. C'est vachement cool. Surtout qu'en plus, lui-même, il exile. Un adversaire exile le top, fait qu'il devient 2-2 à la base, mais si t'en exiles plus avec le temps, il va être encore mieux. Il va être encore plus grosse patate. Attends, c'est quoi ça? Quelqu'un exile.
Ah non, c'est exile jusqu'à ce qu'exile un land. C'est même pas juste une carte, c'est exile jusqu'à ce que tu exiles un land. Oui. Ça, c'est encore mieux, hein, finalement. C'est cool, mais j'aime pas miller le monde. Je vois que 1000, c'est quand même le fun des fois. Surtout qu'en plus, des fois, ça peut être drôle parce que ça peut aussi avantager l'adversaire s'il joue autour du cimetière. Yo! Excusez-moi. Mais bref. Donc le Saint Nation, il sort dans ce deux decks-là, et voilà. Et en plus, c'est une carte qui vaut super cher, vu que c'est la seule fois qui est apparue dans l'histoire de Magic. Pour genre 20$, par exemple. Le Seer of Data, non, pas tant que ça. Faut checker me sur 10 à Fixfix. 15$, me semble. On va faire ça pendant ce temps-là. Ah, ok, tu vas checker ça. Ok. En attendant, on va tout simplement passer à une prochaine carte. Donc, une prochaine carte multicolore qui est tout simplement un des commanders les plus connus qui existent dans l'histoire du commander multijoueur. Et qui s'agit tout simplement de la deuxième version. Et que voici le fameux Omnath Locus of Rage et ses fameux jetons 5-5 bien pétés. Oui, effectivement. Donc, je vais vous montrer d'abord la carte en version que je possède. Voilà, la version originale. C'est la première fois qu'on l'a vu. Omnath Locus de Rage. Donc, je sais pas c'est quoi le nom en français. Vous allez checker, là. Peut-être c'est Locus de la rage, quelque chose de mal, là. Ah, peut-être, oui. Peut-être que c'est aussi classique que ça. Voilà. Donc, pourquoi c'est un des plus connus, me direz-vous? Déjà, c'est... Bon, déjà, d'abord, je vais vous décrire ce que c'est. C'est une 5-5 pour 7, dont 2 rouges et 2 verts. Et qui dit, en gros, à chaque fois qu'un terrain entre en jeu, avec le ball, gros, il va juste créer une 5-5 bien pétée, bien vénère, bien grosse. Je vais créer une grosse patate. Et le summum dans toute cette histoire-là, c'est qu'en plus, à chaque fois que... Tabarouette, il y a Fitura qui vient de me raid avec 24 personnes. Merci à toi! Yeah! Ben voyons donc! Oui, attention, mon iBot, il troll, là, ça. Hey, bienvenue à tous. Hey, bienvenue à tous, Futura. Merci. Hey, c'est la troisième fois de suite que tu me raides dans un live. Tabarouette que c'est malade. Rachoé, Lévaral, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans cette chronique de Magic the Gathering. Édition. Et oui, parce que à l'heure actuelle, ce que je suis en train de faire, si vous voulez savoir, c'est que je suis en train de présenter l'édition Battle for Zendikar. Bon, je présente évidemment pas toutes les cartes, mais j'ai quand même la collection complète. Et je me suis dit que ce serait intéressant de la montrer, en fait. Vu que justement, Dark Rage a payé 10 000 points de chaîne, sur ma chaîne, pour que je présente une édition. Et donc aujourd'hui, je présente l'édition de Battle for Zendikar. Oui, il est bon mon Omnath. Hey, merci, ça fait vraiment plaisir. Mais, je peux te montrer la vraie, en gros. You made it! Your ability to walk short distances will be Handsome Jack's downfall. Merci, chat Red Shax 0 et tout. Bon, désolé, je suis pas... Red Shadow. Ok, Red Shadow. Merci pour ton follow, ça fait vraiment super plaisir. Puis attendez, je vais juste... Your ability to walk short distances will be Handsome Jack's downfall. Un Dracofeu qui a décidé de follow la chaîne. Merci à toi, un Dracofeu, ça fait vraiment super plaisir. Attends, excusez-moi, là, je vais juste le rapprocher un petit peu, là. Voilà. Je vous montre la carte en vrai. Donc, comme tu me l'avais demandé, il est beau dans mon date. Ouais, c'est un beau Omnath. Surtout la version originale. La version originale. Yo, c'est un cousin! Trop beau, oui. Moi aussi, je le trouve beau, en effet. Ah, voilà, donc ce que j'ai fait précédemment, c'est que j'ai déjà présenté les cartes de d'autres éditions, mais c'est un live que je vais poster sur ma VN chaîne YouTube pour les gens qui veulent revoir cette vidéo-là. Ah, ok, ça c'est le son du follow de Dragofeu. C'est bien correct et tout. Bref! Déjà, on va monter le nombre de follow. Il y a de monter à de 2. Voilà. Et voilà. Franchement, là, ça me fait vraiment super plaisir. Puis pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis Disfageek. Je suis un streamer de variété, mais surtout, pour être plus précis, de streamer de jeux vidéo. De jeux vidéo solo, pour être plus précis, mais aussi de Magic the Gathering. Donc ça peut être différentes affaires, donc ça peut être différents formats de Magic. Concernant Magic, ça peut être du format commun de multijoueur, du format moderne.
Ça peut être aussi du format Magic Arena. Bien que Magic Arena, ça m'intéresse de moins en moins. Mais ça peut être aussi des trucs particuliers, comme par exemple une analyse d'une édition de Magic the Gathering. Si vous avez des points suffisamment, pour tout simplement me le demander. Voilà. Parce que je vous rappelle que c'est quand même une des plus grosses récompenses que vous pouvez me demander, à savoir 10 000 points de chaîne. Sinon, vous pouvez également aller sur le Discord du Gathering. Donc là, je suis en plein de force pub, un peu comme un YouTuber qui essaye d'attirer le monde et tout. Fait que, social, j'ai oublié le point d'exclamation, voilà. Donc là, vous allez voir le lien qui va amener vers le Discord du Gathering. Si c'est pas déjà fait, vous pouvez tout simplement y aller pour déjà découvrir les horaires de mes prochains streams, mais également les horaires d'autres streamers que vous pouvez découvrir. Parce que oui, c'est un Discord d'une communauté de plusieurs streamers, en fait. Parce qu'en fait, c'est quel coin de Montréal ou Québec? Moi, je suis plus de Québec de mon côté. Et voilà. Donc, un indice... Oh, Futura qui me demande des pompes! Let's go, les pompes! Oui, les pompes, les pompes, les pompes! Ok, donc on dirait que l'édition a été... La chronique est interrompue, oh mon dieu! Ouais, je te fais ça tout de suite. Ça va être fait. Fait que, checkez bien la grosse patate à faire des push-ups. La grosse patate avec des bajoux et les joues faire des push-ups. Donc. Ok. Ouh. Ok. Ouh, ça fait longtemps qu'on ait fait des push-ups en plus. Fait que ça reste d'avoir un petit peu de... Yo. 1, 2, 3. On te voit pas en ce moment, Spaghetti. Ok. Yes. Ouh. C'est bon. C'est bon, on dit. Ça va du bien, ici. Pas pour une grosse patate comme moi. Yes! Mon alerte des vis fonctionne! Oui! Alright, merci Wisebot. Ouais, parce que ce stream-là, ça fonctionne juste pas, pis c'est de la merde. Mais ça au moins, sur Wisebot, ça fonctionne. Merci Future pour les 25 bits. On m'a encouragé par le fait que j'ai fait 10 pompes. Merci à toi pour les 25 bits, ça fait vraiment super plaisir. Pis enfin, les alertes de bits fonctionnent comme du monde! Oh! Et que ça me plaise. Au moins, je sais que ça fonctionne, ça c'est une bonne nouvelle. Après, je voulais modifier la phrase pour quelque chose d'autre, mais le problème, c'est que j'envoie les tests pis ça fonctionnait pas, pis je sais pas pourquoi ça buguait. Donc, j'ai préféré laisser tel quel. On verra à l'avenir quand ça va être beaucoup plus stable. Parce que c'est quelque chose de nouveau du côté de Wisebot. Donc, voilà. Aïe, aïe, ça... Hey, finalement, le stream, c'est de l'exercice, hein? Hey, ça a été de l'exercice pour une grosse patate comme moi. Enfin, bref. Bon, on était rendu où, là? Oui, Omnat. Ouais, on était rendu à Omnat. Donc, oui, je présente toutes les cartes que je considère comme étant intéressantes. J'ai déjà mentionné un peu les règles un petit peu avant la vidéo, mais au pire, c'est pas grave. Si vous voulez me demander comment ça fonctionne au niveau des cartes que je choisis à analyser et à vous montrer, n'hésitez pas à me le demander. Je vous le répéterai, bien entendu. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, en attendant, on va revenir sur Omnat. Donc, je l'ai déjà montré. Bon, je vais un petit peu. Spaghetti, t'as oublié de faire quelque chose de bien important. Quelqu'un vient de te raider. Est-ce que tu peux lui faire un shout-out? Hey, c'est vrai, t'as ben trop raison. T'as tellement raison, je suis vraiment bête, je suis vraiment désolé. On va aller faire un... C'est trop d'émotions, c'est normal, inquiète pas. C'est beau. Aïe, aïe, let's go. Un beau petit... Je le mérite. Regardons ça. Tu faisais du Fortnite ce soir, Futura? Oh, ce que j'ai mis, et clippez-moi ça s'il vous plaît. Ok, spécialiste de ce que je vois de Fortnite. Sale. Vous avez vu la tête qu'il a pris? Il s'est pris une flèche à 250 mètres de distance. C'était bien joué, ça. C'est un headshot en plus? Je pense que ouais. Il me semble que oui. Ouais. Puis jouer à la Queen, ça me déçoit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, justement, qui sont dans Fortnite. Il y a eu Naruto, que j'ai vu, il me semble, récemment. Le Spider-Man! Incroyable. Ah, Spider-Man. Il y a eu plein d'affaires, en fait. Il me semble qu'il y a eu même Among Us, mais si je me trompe pas, mais je pense pas, non.
Peut-être. Non, il n'y avait pas Among Us parce qu'en fait, c'est Fortnite qui a copié un. Ils ont fait un mode de jeu où c'est juste un copier-coller de Among Us. Voilà. Tout le monde l'avait remarqué, puis ils ont dit sérieusement, Epic Games. Ouais, mais ça veut aussi, c'était des headshots. Ben, techniquement, il aurait pu faire des Fall Guys. Techniquement, ils ont accès, ils l'ont acheté. Ouais. Non? Sen? Non, Ok. c'est parce qu'ils ont juste pompé le concept, en fait, dans un mode de jeu. Je sais pas ce qui a disparu depuis. Ouais. Mais bref. Ok. Hey, ça fait du bien, ça, de. L'animation comme ça, là, ça, j'aime ça, oui. Bref, pour en revenir à Omnad le Locust Rat, donc, j'ai déjà dit ce que c'est, mais en gros, c'est une 5-5 avec Landfall. Qui dit, en gros, à chaque fois qu'un terrain entre en jeu, il va créer juste une 5-5, quoi. Ah, oui. Il va juste créer une 5-5. Et à chaque fois qu'un élémentaire ou lui-même meurt, il va juste faire 3. Alors, la cave de même, on dit que c'est fort. Ça veut dire que si tu rampes en cochon, parce qu'il existe beaucoup de cartes qui permettent de ramper en cochon. Il y a un sort, me semble, qui permet d'aller chercher 10 lands pis t'es mets en jeu. C'est vrai. Même pas des basic lands, hein? Juste des lands. 10 lands, t'es mets en jeu. Pis après Ouais. ça, t'as 10-5-5 en jeu qui te servent en bloc. Pis dans le pire des cas, si l'adversaire décide de péter tous tes inventaires, ben ils vont quand même faire mal à travers parce qu'ils font 3 à chaque fois. C'est pas compliqué. Le deck, c'est simple. C'est tu mets Omnat dans ta command zone, tu mets à peu près toutes les ramps que tu peux, puis c'est ça. Exactement. C'est tout. Après, des moyens de protéger, ça serait pratique aussi. Mais, tu rampes en cochon. C'est un peu comme, tu sais, le dinosaure Naya en 9-9 Reach Vigilance Trample, que tu détapes toutes tes lands quand tu le joues de ta main, là. Non, pas quand tu le joues de ta main, mais si tu l'as casté. C'est le gros dinosaure, Oui, le dinosaure que tu joues tout de ta main. Zakama. Ah, J'ai trouvé. ah, Zakama. tu untapes tes laines, ça. Ouais, ça, tu attends tes lands. Mais ça ressemble un peu à ça, c'est un gros deck de méga rampe où tu vas chercher tout le temps des lands, encore des lands et tout. Puis pour déclencher des capacités, ou juste d'être un gros vénère avec du full de mana en gros cochon, là. Et voilà! Fait que c'est ça le but de Omnat, c'est de ramper en cochon pour créer des tonnes d'élémentaires, puis de tuer avec juste à l'attaque. Parce que rien qu'à l'attaque, tu peux déjà tuer l'adversaire. J'ai avec. Hey, je vais mettre. Un Krator of Behemoth, par exemple. Dans le genre une dizaine, ils font genre plus 10, tu t'attaques de 15 trample. C'est des 5-16, je vous rappelle! C'est vénère à ce point-là! C'est pour ça que c'est vraiment fort. C'est tellement fort, Locus of the Rage, là. En fait, les Locus, les Omnat en général sont forts, en fait. Tu sais, le premier, c'était littéralement encore plus ramp, parce que c'était mono vert, mais tu conservais ta mono vert, fait que tu pouvais t'en servir plus tard. Omnat, Locus of Rage, je vous l'ai déjà expliqué. T'as ensuite Locus of the Roy, qui est peut-être le moins bon, parce qu'il est plus orienté tribal élémentaire. Et le Omnat. Ouais, c'est quand même correct. Et le Omnat à 4 couleurs, celui qui a carrément été banni en standard et en pionnier de l'époque, et qui est quand même joué en moderne. Le Locus of Création. Voilà. Le Omnat Locus of Création. Voilà. Omnat, en général, c'est un personnage assez important dans l'histoire des formats Magic et des jeux Magic. Et Omnat Locus of the Rage ne le fait que le prouver. Effectivement. Et voilà. En fait, il est carrément dans le top 100 des decks les plus joués, en fait. Avec le plus de decklist. Parce que quand on va checker dans le top 100, là, il s'y trouve, en fait, il est genre 87e, en fait. Ben, quand même, hein. Et vu le nombre de créatures légendaires qui existent à l'heure actuelle, c'est vachement pas pire. Oui, j'ai un texte ici, en fait, pour ceux qui veulent savoir pourquoi j'ai la tête qui revient dans le bon. Parce que j'ai allé chercher des informations pour, justement, éviter d'oublier des trucs que je pourrais dire, justement, sur l'analyse. C'est quand même assez important de retenir des informations, de l'écrire également. Donc voilà. Yep. D'ailleurs, Darkwing est avec moi, justement, parce que lui aussi... Bonjour tout le monde. Effectivement. Parce que justement, non seulement c'est lui qui a dépensé les points, mais en plus, je me suis dit, ce serait intéressant de le faire participer. Puis en plus, il y en a quand même parlé des choses intéressantes. Notamment, surtout en standard, qui est un format que je connais beaucoup moins que lui. Ou à l'époque. C'est bon. Enfin bref. J'ai d'autres choses à dire. Ah oui.
Faut bien évidemment pas oublier des cartes extrêmement puissantes dans ce deck qui se sont ajoutées avec le temps. Imagine le Fairy Emancipation. Tu sais, le petit enchantement qui dit « Hey, je vais tripler les dégâts. » Ah, ouais. Hein. Déjà que si tu te fais toucher par une 5-5, c'est 15 dans ta gueule à la place. Puis Ouais. tu prends 9 s'il meurt. Je vous rappelle qu'on commence à 40 PV. Ouais, non, ça descend vite, ça descend Ça vite. descend vite en cochon, pis t'en tues 5, tu tues déjà un joueur avec. Mhm. Et on peut... Il me semble qu'il y avait un autre sort que j'avais écrit là-dedans. Ah oui, le Cultivateur Colossus. Alors, ça, faut pas l'oublier, mais le Cultivateur Colossus ne fait pas combo infini avec les Bones Lands. Alors, le Cultivator, je vais vous montrer, c'est lui, là. Donc, évidemment, c'est une excellente carte dans le deck, mais malheureusement, il ne fait pas combo infini avec les Bones Lands. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, lorsque tu décides de poser un Bones Land qui a la capacité du Cultivator Colossus, eh bien, c'est pas compliqué. On va mettre le land va mettre son trigger, sauf que le trigger du Colossus n'est pas terminé et doit se finir au complet. Donc, en gros, il faut que tu poses des lands, toutes tes lands au complet. Une fois que c'est fait, là, les triggers des Bones Lands vont arriver et à ce moment-là, ben, ça va être fini. Tout simplement. Mais ça reste que tu peux quand même commencer à mettre des lands que tu veux. Tu pioches une carte, puis si c'est un land, tu le mets directement en jeu. Si tu pioches un land, tu le mets directement en jeu, etc., etc. Fait que tu peux poser notamment énormément de lands, rien qu'avec le fait qu'il ait décidé d'entrer en jeu. C'est juste tellement fort Cultivator Colossus. Ça met des tonnes d'élémentaires et tout. Là. Une plante beast en plus. En plus, c'est beau comme design. Mhm. Mon édition préférée dans Magic, c'est Ikoria. Ouais, tu me l'avais dit ça à un moment donné. Donc, Ikoria, la terre des behemoths. La terre avec les grosses patates pis des cartes qui font référence à Godzilla. Avec justement les cartes de Godzilla. Ok. Bon, par contre, en termes de puissance, on va peut-être descendre un peu puisqu'on va parler du dernier Planeswalker. Et qui est un Planeswalker de couleur civique. Qui s'appelle Kiora, Master of the Death. Donc un Planeswalker, c'est le 3e Planeswalker et le dernier dont je parle. Il est tout simplement ici. Donc je vous le montre. Donc Kiora, Master of the Death. Et d'ailleurs, j'ai oublié qu'il y avait une musique. Ça, il n'y a plus de musique. Là, à ce temps, il y a de la musique. J'ai complètement oublié de remettre la musique et de le mettre en boucle. Là. Je sais pas si elle est trop forte, mais... C'est vrai quand même c'est cool vraiment de tourner là-dessus les animaux hybrides. Le seul problème qu'avec Ikoria que j'aime pas, c'est les compagnons. Ils ont pas mal brisé le jeu. Oui, ça je suis d'accord avec toi, les fameux compagnons qui ont tellement été pétés que Wizard a carrément été obligé de changer la règle. Yep. Là, je vous le montre pour vrai, là. C'est là que j'ai mis la musique. Kiora, Master of the Death. Voilà. Donc, Planeswalker coûtant 4, dont un vert et un bleu. Il a 3 capacités, évidemment, comme pas mal de Planeswalker existent. Son plus 1 vous permet de le taper, de dégager jusqu'à une créature ciblée et jusqu'à un land ciblé. Son moins 2 révèle les 4 cartes du dessus de ton deck. Tu peux y choisir une créature et un land. Ou un land, donc tu peux prendre les deux. Et tu le mets dans ta main. Et le reste, tu le mets dans ton cimetière. Et son moins 8, ça donne un emblème qui dit à chaque fois qu'une créature entre en jeu, tu peux faire en sorte qu'il se batte contre une créature. Et en même temps, tu as 8 kraken, 8 pieuvres, 8-8 qui arrivent en jeu. Donc, tu as 8 de ton emblème, puis direct, tu as 8 jetons 8. Tu as 3 jetons 8-8 qui pop et qui se disent oh, vous pensez à la gueule, vous les petites merdes. Les petites merdes de créatures à la barde. Ouais, c'est vrai que c'est cool les hardwork. Les hardwork, les versions alternatives de certaines créatures, c'est vrai que c'est cool dans Ikoria. Bon. Ouais. Ça, ouais, ils ont resté le BD, là. Donc, Kiora. Oui, je regarde le texte parce qu'il y a des choses qu'il faut pas j'oublie, là. Donc, Kiora, c'est pas un Planeswalker. Ben, en fait, il est juste que. Au final, le deck qui le joue le plus, c'est Arix Metais. Parce que ça permet en gros de le dégager pour faire 4 mana au lieu de 2. Avec son plus 1.
C'est aussi bête que ça, puis c'est clairement un des Planeswalkers les moins connus. C'est un Planeswalker qui est pas très connu en vrai, puis qui est juste joué dans Rex Metais. Y'a pas grand chose de plus à dire. Parce que, tu sais, c'est un Planeswalker qui coûte 4, puis les capacités sont pas si intéressantes que ça pour ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Je sais pas ce que t'en penses. Puis d'ailleurs, si vous voulez donner votre avis sur telle carte, n'hésitez pas à le faire. Ça peut être vraiment très intéressant d'entendre votre avis. Mais non, effectivement, c'était pas été quelque chose que ça n'a même pas été joué en standard. Ça a essayé. Puis pas grand chose que t'es fait vraiment là-dessus. Fait que. Ouais, c'est ça. Il y a juste Arix Metais en Commander qui le joue finalement, pis. Pas exceptionnellement bon. Non, effectivement. Par contre, une autre carte beaucoup plus intéressante. Et lui, par contre, est réellement joué. Dans un format qui est tout nouveau. Ah non, il est pas là. Il est là, c'est bon. Ok. C'est... Voilà. Je me suis trompé. Le voilà. Donc, Bring to Light. Je m'affronte un peu parce que je me gratte pas mal. Je me gratte la barbe. Un peu et tout. Je réfléchis. Allez. Oh, tu réfléchis à quoi, mon cher Dark Greens? Non, c'est ça que toi tu faisais, c'est pour ça que tu te grattais la barbe. C'est bon. Donc, Greens Allies, ça c'est le sort que je joue. Un petit rituel, donc. Je vais te raser. Non! Jamais! Tu viens pas me raser. Sinon, je te ferme la porte au nez. Voilà. T'écrases. Je te fais écraser le nez pour que t'ailles pour que tu ressembles à le chien à face écrasée. Voilà. Voilà. Donc, je me rappelle plus, c'est quoi? C'est des pogs. C'est pas des pogs, mais en vrai, ils sont mignons. Qu'est-ce que ça dit? Je pense que c'est des bugs, justement. Ah, c'est ça, c'est des pogs. Mais ils sont mignons en vrai, ces pogs-là, parce que c'est des chiens avec des faces de. Ils ont des faces de simplet en vrai. C'est ça qui les rend mignons en fait. True. Tu sais, si vous voulez avoir une image de quoi je parle, de tel type de chien, imaginez le chien dans. Voyons. Men in Black. Voilà. Cherchez Men in Black, là. Il y a un chien là-dedans, là. C'est de ça dont on se parle. C'est ce genre de chien, là. Et de courir après avec une tondeuse. Hey, Chris-moi vénère, elle! Chris-moi vénère avec sa tondeuse! Ah! D'ailleurs, il y a une tondeuse qui est utilisée dans un film d'horreur qui est une adaptation d'un livre de Stephen King. Il y a un gars qui se fait courir par une tondeuse, se fait tuer par ça. Là. Un film qui a vieilli un peu, je pense. Mais bref. Donc, Bring to Light. C'est un rituel coûtant 5, dont un vert et un bleu. Et en fait, il y a la capacité de convertir. C'est la seule fois dont je vais en parler ici, parce que c'est une capacité qu'il y a sur plusieurs cartes. En gros, ça dit, pour chaque mana coloré, l'effet est meilleur, en fait. Et dans ce cas-là, en fait, ça va te permettre d'aller chercher une créature, un instant ou une sorcellerie, et tu la mets dans ta main. Et en gros... Non, ok, j'en recommence, excuse. C'est une créature, un instant et une sorcellerie avec une valeur de mana égale au nombre de couleurs différents dépensés pour le jouer. Et ensuite, tu le mets dans ta main. Et ensuite, tu peux le jouer sans payer son coût. J'avais complètement oublié le fait que c'était sans payer son coût, le coût du tort. Fait que ce qui fait que c'est un excellent tutor, vachement meilleur que ce que j'aurais imaginé. Ok, ça, je l'ai lu le commentaire, mais bref. Donc, Bring to Light, faut pas se mentir, c'est joué que dans quasiment que des decks pentacolores. Des decks 5 couleurs. Justement pour exploiter le maximum de son potentiel. C'est bon. Et après, ça reste un excellent tutor pour n'importe quel deck pentacouleur. Parce que dans tous les cas, ça va te permettre d'avoir la possibilité d'aller chercher ce que tu veux puis de jouer Kratos en plus. Tu sais, même un truc moins cher, ça te permet de tutoriser puis tu le mets directement en jeu. Ouais, mais un excellent sort, faut pas se mentir. Et surtout, ça reste quand même un sort qui est quand même joué dans des formats éternels. Ça a déjà été joué en moderne pendant un certain temps, dans le deck Niv Mizzet Reborn. Parce que la capacité de Niv Mizzet Reborn, c'est lui en gros. Ça, c'est la créature principale du deck. Voilà. Le voici.
Donc, en moderne, il y avait eu un deck autour de Niv Mizzet Reborn. 6-6 flying pour un mana de chaque couleur qui te permet en gros de révéler les 10 cartes du dessus de ta librairie. Puis tu prends n'importe quel nombre de cartes différents avec une valeur de mana de 2 couleurs différents. Qui doivent être différentes chacun. Donc, en gros, tu peux pas prendre 2 cartes qui ont du Golgari dans leur couleur, mais juste que des cartes. Mais, tu pourrais prendre par exemple un Assassin's Trophy, un Suprême Verdict, mais tu pourras pas avoir 2 Assassin's Trophy. Par exemple. Et tu peux pas en avoir des trucs qui coûtent 3 couleurs ou 1 couleur ou plus. Juste des trucs qui coûtent 2 couleurs. En fait, juste des trucs qui coûtent au moins minimum 2 couleurs différentes. Voilà. Ou bien justement un mana hybride. Ça marche aussi, me semble. Juste. Ouais, color pair, ouais, effectivement. Mais il faut que la color identity de la carte soit 2 couleurs, pas plus, pas moins. 2. Ouais, c'est. Oui, les hybrides marchaient. En effet, oui. Donc, ça, c'est une bonne affaire. Et en fait, en moderne, il y avait eu un deck autour de ça avec plein de cartes good stuff, justement, comme les Assassin's Trophy, les Supreme Verdict, les Light and Elix, des créatures à 2 mana, me semble. Bon, finalement, qu'est-ce que ça allait dire? Ben, c'est en gros, c'est pas compliqué. Tu checkais les cartes de double couleur, les meilleures dans le format, puis t'es joué. Ouais, c'est ça. C'est aussi bête que ça. Après, en moderne, ça n'a pas été joué tant longtemps que ça. Et finalement, en fait, le deck est juste apparu en Pioneer. C'est ouf. Le deck est quasiment pareil. Avec évidemment des cartes qui sont absentes parce qu'ils sont que légales en moderne. Mais le deck est globalement assez semblable. Pour le format Pioneer. Le format Pioneer, c'est Retour to Ravnica jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour ceux qui se poseraient la question. On dit que je me gratte tout le temps. C'est un peu. Ça veut dire que je t'en manque d'eau, je pense. Mais bref. Donc, Bring to Light, c'est aussi joué, mais intensément en Pioneer dans un des decks qui est à l'heure actuelle dans la méta du Pioneer. Le fameux Niv Mizzet Reborn, qui est littéralement un deck good stuff avec tout ce que je vous ai cité tantôt, les Supreme Verdict, les Assassin's Trophy, les Light X, etc. Bref. Toi, Bring to Light, une carte, t'en penses quoi, au juste? Je sais que c'est une carte qui était. C'était une des cartes, en analysant en standard, c'était une des cartes que beaucoup de monde attendait avec impatience, justement, qui voulait. Qui avait peut-être une stratégie qui aurait pu sortir au travers de tout ça. Résultat, malheureusement, ça n'a pas été qu'est-ce que le monde a espéré. Fait que finalement, ça a été une carte qui a été un peu laissée dans l'oubli. Ouais. Ben, ça reste quand même une bonne carte en vrai, parce que le Pioneer, il aime ça. Pioneer, effectivement, parce que comme dit, avec le deck Niv Mizzet, ça c'est sûr que, comme dit, dès que tu le sors, tu fais comme Niv Mizzet, qui trigger, poup, ramasse plein de cartes, puis tu value facilement la personne. Et c'est utile dans toutes circonstances, étant donné que tu joues justement good stuff. Mettons que tu vois le mec qui a trop de créatures, Bring to Light, je m'en vais chercher Supreme Verdict, paf! Créature. Et voilà. Ou, je vois qu'il y a un link qui casse les pieds, Bring to Light, Assassin's Trophy. Et voilà. Et plein de trucs en fait. Donc il y avait aussi Collegan's Command dans le deck, si je me trompe pas, mais je suis pas sûr. Ça doit, c'est noir-rouge, fait que c'est sûr que tu veux jouer ça. Ouais, c'est ça. C'est une des meilleures cartes du format qui était très jouée pendant pas mal de temps, là, Collegan's Command. T'as quand même plein de choix utiles en moderne. Oui. Mais bon, carte en sujet, vu que c'est pas effectivement une carte de Battle for Zendikar, mais de Khand of Tarkir. Non, de Dragon of Tarkir, excuse. Nuance. Ah, même chose. Bref, Bring to Light. On passe à la dernière carte. Une carte à 1 pièce. Et je sais pas pourquoi, elle a quand même une petite valeur. Une carte vraiment mauvaise. Grana's Emissary 8. Qui est littéralement une carte tout pou. C'est juste une 2-2 flying pour 3 qui dit quand tu. Au début de ton tour, chaque adversaire perd 1 et tu gagnes 1. Moi, ça rend niaiseux. Mais c'est meilleur que ce que tu penses. Ah ouais? La carte a le monté de prix pour une bonne raison. Mais c'est celle-là ou c'est annonce plus moi c'est celle-là qui a rapport avec à moins que c'est l'autre me semble peut-être. Ben en fait, elle ça dit de flying qui dit au début de ton tour, chaque adversaire perd 1 et tu gagnes un point de vie et c'est tout. C'est juste en haut. Je sais pas si tu le confonds avec une carte ou si c'était clairement. Ouais. Je pense que c'est dans l'autre set, parce qu'il y en a une carte qui dit tu gagnes la vie, l'autre en perds un, genre quelque chose comme ça, puis c'est pas. Ah ok, je pense que tu le confonds avec une carte noire.
une carte noire qui s'appelle... C'est noir et blanc. Le Defiant Bloodlord? Ben, c'est un vampire qui disait qu'à chaque fois que tu gagnes de la vie, l'autre perd de la vie, mais ouais. Oui, en effet. C'est Defiance Bloodlord. Donc, Defiance Bloodlord. C'est littéralement un sanguine bombe vivant. Oui. Voilà, c'est aussi bête que ça. Ouais. C'est une carte pas très intéressante parce que c'est trop lent pour ce que ça fait. Et on passe direct à la suite. Non, je dirais que c'est pas mal en limité, c'était pas mal joué parce que c'est une 2-2 flying qui drainait à chaque tour. Oh oui, en effet. À part de ça. Bon! Maintenant, on va passer aux artefacts. Ah bon, un artefact. Donc, il y en a, genre, je pense qu'il y en a juste 6 des artefacts dans le deck. Non, je pense qu'il y en avait juste 9. Attends, je vais les compter, là, parce que j'ai le cahier devant moi. Il y en a une couple. Ouais, il y en a une couple. Je vais toutes les compter pour moi. Ah! On dit cahier à marde. Ok. Ah non, il y en avait juste 6. J'avais raison, il y en avait juste 6. C'est ça, okay. Mais il y a quand même un artefact qui est intéressant et qui n'a pas été reprinté depuis un certain temps, c'est l'Hydro-Archive. Que je vais vous montrer. Hydro-Archive, ouais. Il a été je pense qu'il n'a jamais été reprinté. Devant moi, il y a la version de Commander 2020. Ah, ok, ouais, mais ça a été prêté seulement dans des Commander 7. Ouais, c'est ça. Mais il y a quand même une couple de fois imprinté dans des Commander 7, me semble. Personnellement, parce que tu sais, Hydron Archive vient d'un set quand même, mais d'une situation où est-ce que justement, c'est il y a plusieurs. Comment je peux dire ça? En gros, tu sais, Mindstone qui coûte 2 puis qui fait 1-1. Hydron Archive, celui qui faisait 2 pour 2 mana, 2 sacrifiés puis 2 cartes. Puis t'as l'autre qui coûte 6 qui fait 3 tu même. Je dirais qu'Hydron Archive, c'est selon moi, ben Mindstone aussi, mais Hydron Archive est quand même assez puissant là-dessus. Là. Surtout dans les decks colorless, c'était assez intéressant. Ouais, c'est justement extrêmement joué dans les decks colorless, étant donné que les cailloux à mana, c'est quelque chose qui manque un petit peu plus dans les decks colorless. Ouais. Tu sais, mais il y a surtout Osgir qui l'aime bien. Parce que de toute façon, c'est un artefact que tu peux sacrifier dans tous les cas. Tu sacrifies, et pour ça tu l'exiles, t'as 2 autres archives que tu peux sacrifier pour repiocher les cartes d'arrière. Ah ben gars, oui, c'est sûr que lui on le comprend pas. Lui, tu y mets tout. Tu mets Mindstone, tu mets lui, puis tu mets l'autre. Puis tu mets n'importe quel... Tu mets tout ce que les... Ouais, effectivement, t'as totalement raison, oui. Tu mets des Sol Rings. Tu mets ton Sol Ring, tu mets tes talismans, tu mets ton talisman, tu mets ton signet, tu mets voyons, ton Mana Vault, ton Mana Crypt, ton Moxopal, ton Moxamber. C'est bon. On va en nommer plein si vous voulez, là. Ça, c'est évidemment excellent. Évidemment, dans les autres decks, c'est pas mal moins joué. Parce qu'il y a énormément de cailloux vachement moins chers. Notamment le Mindstone dont tu parlais juste avant. Ouais. Qui est tout simplement à moitié, mais ceux qui coûtent moins cher, ils coûtent que 2. Donc c'est des cailloux artefacts que le monde a tendance à jouer. À plus jouer par rapport à des cailloux à mana plus chers. À part si la capacité est vraiment intéressante. Genre, malheureusement, le fait de pouvoir le sacrifier pour piocher 2 cartes. C'est vrai que c'est cool à piocher 2 cartes, mais c'est moins intéressant par rapport, par exemple, au Chromatic Lanterne qui donne toutes les couleurs, toute ta base de mana. C'est sûr, mais en 2 couleurs, c'est pas quelque chose que tu vas choisir chromatique. À partir de 3 couleurs ou plus, que là, tu vas jouer Chromatic Lantern. Ouais. À moins que dans ton 2 couleurs, t'as beaucoup de terrain incolore. Ça peut arriver aussi. Ouais. Un contexte qui peut marcher. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est plus à partir de 3 couleurs que tu vas mettre Chromatic Lantern. Mais ça, c'est une carte qu'on va peut-être plutôt parler dans Retourne to Ravnica. Si quelqu'un décide de me demander d'analyser Retourne to Ravnica. Effectivement. Mais bref. Bon. Ensuite de ça. Ah oui, les terrains. Ah oui, les terrains, il faut en parler des terrains. Évidemment, il y a un cycle de cartes. Il y a bien évidemment des terrains, et surtout, il y a un cycle de terrains. Voilà. Donc, on a 2 cycles de terrain, dont un qui est à partie complète, qui est pas complète en partie. Puisque le premier cycle de terrain que je vais vous montrer, c'est d'abord les fameux Battlelands de Battle for Zendikar, toujours incomplètes à l'heure actuelle.
True, effectivement. Quoique, me semble que dans les derniers. Me semble que. Ah non, c'est vrai, c'est les trios, excuse, je me suis trompé. Mais c'est un cycle de LAN toujours incomplète à l'heure actuelle, ce qui est bien dommage. Parce que, en gros, c'est des terrains qui arrivent dégagés si vous contrôlez 2 terrains de base, ou plus. Ah, t'attends c'est LAN? Ben, tant mieux. Parce que c'est quand même pas si pire comme LAN. Non, c'est vraiment, tu sais, quand tu veux une bonne base de lens, c'est vraiment pas cher. Oui, et justement, je te pose la question pour ces basic LAN-là. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, mais je vais pas tout montrer les LAN. Je vais juste montrer la plus notable de toutes. Selon moi, la plus notable de toutes. Saint Canaro? Cinderglad. Oh. Non, là, je vous montre la Cinderglad qui est la plus notable. Les autres, je vais pas vous les montrer en vrai parce que... Il y en a quand même 5 à montrer à chaque fois, mais c'est toujours le même type de LAN, mais avec 2 couleurs différentes, donc ça vaut pas la peine. Voilà. Le Cinderglad qui est le plus notable. Et d'ailleurs, justement, pour toi, ces types de terrains-là, t'en penses quoi? Je vais te demander ton avis en premier. Je dirais que Cinderglade, c'est pas la seule qui est vraiment jouée en moderne à cause du deck de. Par le dire. Amulet Titan, me semble. Non, c'est Ou, en fait, c'est Titan Valakut. Oh, Valakut, oui, mais ça dépend, tu sais, je veux dire, ça dépend de quel deck tu. Parce qu'il y en a plusieurs, justement, là. Ben, en fait, T'sais, Valakut, c'en est un, Amulet Titan, c'en est un autre aussi. Ouais. Dans le même style. Ben, pour t'expliquer le contexte actuel, le problème, c'est que autant effectivement c'était une bonne carte dans Moderne parce qu'il était joué dans les decks Valakut, deck Valakut qui... Ça. Oh merde! Oui. Ah, le voilà, c'est bon. J'ai trouvé. Donc, c'était... En fait, le deck était basé autour de ce terrain, Valakut, de Molten Pinnacle, qui bizarrement n'est pas une montagne. Et il n'est pas une Legendary Land. Exactement. Pourquoi? J'en ai strictement aucune idée. C'est surtout que le nom, il dit littéralement « Je suis une laine spéciale Oh, je Non, suis pas un vraiment. lord légendaire. ». T'es quand t'as un nom avec une virgule, habituellement c'est légendaire. En fait, tous les noms ont des virgules, même des noms communs, en fait, dans les cartes de Magic. Ça risque que ça Oui, mais je veux dire, carte légendaire. souvent, des Legendary Creatures, souvent, vont avoir un nom, virgule, quelque chose. Exactement, oui. Je comprends juste pas pourquoi. Mais en gros, le deck, c'est de réunir des Valakut pis des tonnes de montagnes, puis tuer l'adversaire de deux façons. Soit avec un Titanfall qui fait mal tout en faisant des dégâts avec le Valakut, soit avec Scave Shift. Donc, Scave Shift. Qui en gros te permet de sacrifier un nombre de terrains, puis ces terrains arrivent en jeu. Et oui, dans les règles, ça fonctionne. C'est très bizarre à dire, mais oui. Tu sacrifies tout terrain, puis il arrive en jeu, puis le jeu fait comme si les Valakut étaient encore présents pour déclencher les triggers en fait. Donc les triggers Alors, comment arrivent ça en jeu. fonctionne, c'est que, exemple, je dis t'as 7 terrains. Me semble que le kit c'est à 5 montagnes. Non, 8 6 terrains montagnes. pour être safe, ok? Ouais, 6 montagnes, ok. Alors, mettons, t'as dit que t'as 9 terrains. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que Excuse, t'as le raison, jeu... c'est 5 montagnes. Ouais. Excuse-moi, On t'as raison, c'est va aller avec 5 9 terrains, ça va être plus simple, je pense, avec 9 terrains. Oui. En gros, qu'est-ce qui arrive avec 9 terrains? Le jeu va te dire, en gros, il va voir toutes les autres montagnes arriver en même temps. Fait que tu vas avoir, exemple, 2 Valakut plus 7 montagnes. Ils vont toutes voir que 6 autres montagnes, donc le Valakut va trigger pour... Tes 2 Valakut vont trigger pour chacune des autres lanes qui se sont vues. Ouais. C'est vraiment très bizarre parce que c'est vraiment pas intuitif, mais c'est effectivement ça la règle. J'aime aussi les lands comme les Glacial Fortress aussi. Ah, les Checklands, tu veux dire? C'est vrai que c'est cool les Checklands aussi. D'ailleurs, qui font d'ailleurs aussi partie des meilleures... Qui font partie des meilleures alternatives... Les meilleures alternatives ben. possibles pour tout deck qui veulent se construire en moderne, mais qui ont pas assez de budget pour les Fetchlands. Avec les Painlands. Voilà. Je disais, donc, pour t'expliquer le contexte à l'heure actuelle, en fait, le Valakut a tout simplement été absorbé par le deck Amulet. Oui. Parce qu'en effet, dans le deck Amulet, à ce temps, ils ont l'accès à ça. Dryad of the... Exactement, le Dryad of the Elysian Grove. Ça dit en gros que tous tes terrains ont tous les types de basic land. Fait qu'en gros, t'as plus vraiment besoin de montagne puisque t'as lui en fait. Et en plus de ça, avec le Urza Saga, qui est appelé en français l'épopée d'Urza. Là, c'est cool.
Du coup, t'as plein de tutors pour aller chercher ton amulette, puis du coup, tout ce que t'as à faire, c'est de chercher des montagnes. Tu t'en vas chercher. Valakut. Puis en gros, t'as juste à mettre des tonnes de terrain. T'as plus vraiment besoin d'escape shit parce que t'as suffisamment de rampes pour le faire avec Azusa. Et du coup, à partir de ce moment-là, c'est fini. Tu fais des dégâts en masse en cochon avec ton Titanfall également. Bref, littéralement, le deck Amulette a absorbé le deck Valakut ensemble. C'est devenu le deck Amulette Titan qu'on connaît aujourd'hui. Ouais. Si je me trompe pas, à moins d'une affaire, c'est que, par exemple, quelqu'un fait un escape shift puis ton Dryad est sur le battlefield, je pense que quand il va avoir résolu, il va être déjà trop tard parce que il va avoir toutes tes laines comme des montagnes, même si après ça, tu dis de tuer Dryad par après, sont déjà arrivés comme des montagnes puis ils ont déjà trigger, si je me trompe pas. Oh, ça c'est une bonne question en vrai. Ça, c'est une bonne question de règle. Il faudrait qu'on check ça. Si quelqu'un peut le confirmer dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, là. Mais, ouais, ça serait une bonne question, en effet. Ouf. Des fois, Magic, des fois, ça te bloque instantanément parce que t'as un truc à la con, tu sais pas comment ça interagit, t'es en mode... Mais comment je fais? Exactement, oui. C'est comme la fois où, à un moment donné, on a stoppé la règle avec parce que je voulais créer une copie de Prince Figure Zegana, mais on savait pas comment ça interagissait parce que c'était deux créatures exactement pareilles. Normalement, elle devait être arrivée avec... C'est parce que mon Prince Figure Zegana était tout seul. Je voulais créer une copie de Prince Figure Zegana. Le problème, c'est que elle arrivait avec un marqueur +1/+1 ou pas de marqueur +1/+1. C'est ça. Fait que la règle, finalement, c'était oui. Elle est effectivement déjà plus là quand elle arrive en jeu, donc elle a pas de marqueur +1/+1. On s'est cassé la tête pendant 15 minutes juste pour un maudit marqueur +1/+1. C'est juste ça le pire maintenant qui se passe. C'est quand même très drôle. Mais bref. Ouais. Sinon, pour ces naines-là, en général, pour le format Commander multijoueur, c'est plus des naines que je voyerais plus dans des bicolores. Pour la simple et unique raison qu'il y a beaucoup de terrain de base. T'en penses quoi? Effectivement. Oui, non, effectivement. C'est vrai que c'est juste les basic. Non, c'est toutes les basic land type. Fait que c'est sûr que ça aide. Même que Dryad, techniquement, si tu joues du vert, ça peut remplacer ton Chromatic Lantern, justement. Ou tu mets les deux. Oui, tout à fait. Surtout si tu joues 5 couleurs. Là. Oui, effectivement. Mais bref. Ben sinon, moi je les verrais soit dans des decks bicolores, comme je l'ai dit, soit dans des decks avec beaucoup de fetchland. Genre des fetchland à la de Zendikar ou encore des fetch de Can of Tarkir. Des fetchland que tu connais en gros. Oui. Voilà, si t'en as vraiment, vraiment beaucoup, tu peux à la limite t'en servir. Bien que c'est plus intéressant d'utiliser les triomphes si possible. Ou encore les fameux. Les fameux land cycle. Les cycle land de Amonkhet également. Oui. Parce que eux aussi, tu peux aller chercher via des terrains qui disent tu t'en vas chercher tel type de terrain puis t'es en jeu. Voilà. Mais sinon, dans des decks avec pas beaucoup de fetchland et surtout pas beaucoup de basic land, c'est pas une bonne idée de les mettre par la simple des créations qui arriveront tout le temps engagées quasiment. Oui, effectivement. Puis au final, ils sont moins intéressants que. Attends, je vais mettre une autre version de cette carte-là. Prairie. Stream. Voilà. Donc, ces cartes-là, au final, je les verrais plus dans des picolores et tout. Je voulais dire dans. Ah oui, c'est vrai, ils sont. Oh, oui, c'est vrai. Ils sont vachement moins intéressants que des checklands qui, lui, arrivent juste dégagés dès que t'as ne serait-ce que le type de terrain correspondant en juste ton contrôle. C'est sûr, mais il y a quand même quelque chose, c'est que. Quelque chose quand même assez simple que j'aime bien aussi, c'est le fait que. C'est fetchable. Oui, en effet, comme je l'ai dit tantôt. C'est ça l'affaire. Fait que c'est pour ça que moi je trouve que j'aime mieux ça que les checklands. Puisque les checklands, je te dirais que 2 couleurs correctes, 3 couleurs, c'est encore top, mais dès que tu joueras des checklands, tu joueras pas ça à plus que 3 couleurs. Comparé à ceux-là, vu que si t'as beaucoup de fetch, tu peux jouer plus que 3 couleurs sans problème, puis les avoir comme des budget lands. Parce que tu sais, c'est 2 ou plus basic lands, c'est pas besoin d'être des basic lands spéciales là.
C'est vrai. Ça va être ceux de leur couleur pour que ça marche. Non, tu peux faire ce que tu veux puis ça marche. Ben, de n'importe quelle couleur, en fait. En effet. Exact. C'est vrai que c'est deux points de vue différents. C'est vrai que finalement, il faudrait que je te demande plus souvent de venir parler avec moi lorsqu'on je parle d'une édition, parce que c'est intéressant de deux points de vue. Surtout que toi, t'en connais beaucoup plus que moi en standard, en fait. C'est bon. Mais bref. Puis en plus, ces terrains-là, ils ont souvent, à partir en fait de Commander 2020, ils sont quasiment tout le temps dans les packs de Commander à cette heure-là. Ouais, leur prix ont tellement été bas que finalement, effectivement, ils n'ont pas vraiment. Ils n'ont jamais augmenté, mais je pense que ça arrivera presque plus jamais. Parce que justement, ils font quasiment partie tout le temps des terrains qu'on met de base dans les packs de Commander. Un peu comme les anciens signets land, là. Le terrain qui fait un peu comme le signet, tu payes un incolore, tu l'engages pour avoir deux manas de chaque. Un mana de chaque couleur, donc 2. Effectivement. Voilà. Tu fais penser qu'il faut se faire des lands de même dans mes sets. Ah, c'est vrai que ce serait une bonne idée, vu que t'as décidé de créer plusieurs couleurs. Nouvelles couleurs pour des cartes magiques créées. C'est vrai que ce serait une bonne idée de créer ça en effet. Avec évidemment le type correspondant, bien évidemment. Oui, effectivement. Attends un peu la tête. Mais bref. Bref, passons maintenant à un autre terrain, un cycle un petit peu incomplet. C'est-à-dire le retour des Manlands. Et on va parler. En fait, les Manlands, il n'y en a que 2 dans l'édition de Battle for Zendikar. Les 3 autres apparaissant à partir de seulement de Out of Gatewatch. Donc ces 3-là, malheureusement, on les mentionnera pas. Mais là-dedans, il y en a quand même un. Peut être intéressant, mais pas tant que ça. Oups. Le voilà. Le Shablin Vant. Donc, c'est. Je vais vous le montrer. Il est où, il est où, il est où? Il est où, il est où? Il est où, il est où, il est où? Il est là, il est là, il est là, il est là. Allez, s'il te plaît, dézoom, merci. Là, voilà le Shablin Vant. Le retour des Manlands, mais cette fois en couleur ennemie. 10 couleurs supplémentaires. Ouais, c'est vrai que 10 couleurs, c'est énormément. Fait que des lands comme ça, il va avoir. T'as de la job à faire, Tony. En effet. Effectivement. Donc. Et d'ailleurs, tu devrais aussi créer des Manlands, Tony. Je suis sûr que tu pourras avoir plein d'idées pour des futurs. Pour des Manlands vraiment créatifs là-dedans. Bref, donc le Shablin Vant, c'est un terrain Orzhov, donc qui donne du blanc ou du noir. Et range-toi comme du monde. Ah! C'est bon. J'essaie de ranger, mais il voulait pas. Mais là, c'est bon. Ah, il y a de l'air à évacuer. C'est bon. Donc, qui donne du blanc et du noir, et qui peut se transformer pour 3 noirs blancs et un noir. Et jusqu'à la fin du tour, en 2-3 lifelink. En élémentaire, 2-3 lifelink. Blanc et noir, évidemment. Donc, vous dire qu'il y a tellement de trucs à faire. Ah, c'est cool. Donc, pour la petite histoire, il a déjà apparu en moderne. Donc, ce Shablin Vant dans un deck blanc-noir, Eldrazi, Defentaxis. Et c'est tout. Voilà. J'ai terminé mal comme du monde ma phrase, on dirait. C'est ça. Ah là 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 là. Et c'est tout. Quasiment ça en fait. Quasiment ça. Mais bref. Donc, le Shablin Vant, il a déjà été joué dans ce deck-là. Un deck en gros, qui était en gros la version Tribal Eldrazi de Defentaxis Mono Blanc en moderne. Un deck qui malheureusement est aujourd'hui disparu. Tout comme le Mono Blanc Defentaxis qui est pourtant un deck viable, mais. Enfin, pas un deck viable, mais dans le sens de vraiment compétitif, mais un deck qui fonctionne quoi. Un deck qui fonctionne bien. En tout cas, bref. Donc en gros, ça fonctionnait avec les Eldrazi Displacer, mais aussi avec une autre carte de l'édition. De la même édition dont on est en train de parler, que je vais pas vous montrer. Que je vous ai pas présenté. Aussi. Oui. Shablin Vant a été quand même joué beaucoup en standard, puis même un petit peu en moderne dans les techs blanc-noir token. Ah, c'est vrai, les blancs-noirs token. C'est vrai que j'avais oublié ce style de deck-là qui malheureusement a disparu aujourd'hui, mais qui a déjà existé en effet. T'as totalement raison. Complètement oublié. Et pour en revenir au deck Defentaxis en moderne, faudrait d'abord je le trouve. Ah! Le voilà. Je vais pas vous montrer parce que ça sert. Parce que c'est pas une carte.
Parce que c'est pas une carte qui vaut suffisant. Qui respecte pas mes critères, en fait, en termes de... pour que, justement, je la monte. Mais en gros, il y avait une autre carte dont je me rappelle plus c'est quoi le nom, mais qui est un zombie de 2-2 pour un blanc et un noir. Tu sais quoi le nom de cette carte-là? T'as le 2-2 zombie. Ouais, un 2-2 zombie pour un blanc et un noir qui dit... Quand il arrive en jeu, t'exiles l'adversaire, révèle sa main, tu exiles une carte non-terrain de sa main. Oh non, ça me dit quelque chose, ça. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Tu peux... je sais pas, c'est pas ce qui était dans Alara, dans l'édition Alara. Ouais, non, ça, oui, puis ouais, oui, c'est vrai, c'est un artefact en plus, c'est vrai, je l'ai en plus. Ouais, c'est ça. Mais effectivement. Donc, avec cette 2-2, en fait, qui était jouée dans le Death in Texas en question, en gros, t'exiles une carte d'un adversaire, puis tu jouais justement la carte que vous voyez, le Wasteland Strangler, qui a en gros envoyé la carte de l'exil vers la cimetière, et que donc l'adversaire qui avait perdu sa carte pouvait plus le récupérer, et en plus, il faisait -3/-3 derrière sur une créature adverse. En gros, c'est une affaire qui était jouée dans le fameux Death in Texas, blanc-noir, avec justement le fameux terrain Shablin Van, 2-3 lifelink. Voilà. Et aussi dans le deck Totem. Totem. Ouais, on va faire un deck de Totem dans Magic the Gathering. Dans le deck Totem, comme Tanguin l'a précisé tantôt. Yep. Et à part ça, malheureusement, en Commander, il est pas tant joué que ça. En fait, les manlas en général, à part s'ils sont vraiment bons, ils sont pas tant joués que ça. Et pour une raison simple. C'est que c'est des terrains qu'on active rarement, en fait. Mais assez rarement, en fait. C'est surtout le coût. Shambling Vent, c'est le seul, me semble, qui coûte 3 avec Hissing Quagmire dans Out of Gatewatch. Fait que le problème, c'est ça, c'est le coût que les autres coûtent. Souvent, c'est 4, voire 5, si je me trompe. Non, juste 4, c'est vrai. La colonnade, c'est le seul qui coûte 5. Oui, c'est vrai, mais la colonnade, il est joué dans Control, et même encore aujourd'hui. Oui. Mais c'est à cause que c'est ça, Control, son but, c'est hey, c'est une créature qui est pas une créature que lorsque je suis prêt à gagner, ben je vais l'activer. Je vais te fesser dedans avec. Puis encore, certains, des fois, je joue même pas, puis ils préfèrent jouer le fameux Giant of the Storm, All of the Giant Storm, me semble. Ben, Shark Typhoon? Oui, aussi. Mais même Shark Typhoon, ça peut te casser, en fait, mais... il s'en sert surtout pour créer des jetons des petits jetons de requins qui volent. C'est Sharknado, en gros. Exactement. C'est la meilleure allusion que tu peux faire, c'est Sharknado, littéralement. T'es sûr? Oui, c'est littéralement Sharknado. Donc, le Hall of Stone Giant dont je parlais, c'est souvent le meilleur terrain pour les contrôles à l'heure actuelle. C'est une grosse 7-7. À cette heure, ouais. Ouais. En plus, Ah avec oui, puis la Ward 3, 3, c'est vrai. Ouais, non, je comprends. c'est quand même assez violent, là. C'est ça intense en mana, par exemple. Et c'est surtout que ça coûte 1 de plus. Ça coûte qu'un de plus pour une plus grosse créature. Ouais. Mais bref. Pour en revenir au Shablin Van, justement, c'est des cartes qui sont rarement jouées parce que justement, on les utilise rarement. On active rarement ces terrains-là. Et surtout qu'en plus, ces terrains arrivent tout le temps engagés. Donc, je sais pas ce que t'en penses, là, mais le fait que les terrains arrivent tout le temps engagés, puis qu'en plus de ça, ils peuvent se transformer en créature. Mais généralement, on sert du mana pour jouer des cartes à la place. Ouais. Puis que généralement, quand on a plus de cartes en main, on est déjà loin dans le game. Et que donc, techniquement, le Shablin Van, ça sert à rien de l'activer parce que les adversaires ont trop de défense. C'est vrai. Mais voilà. Donc, c'est pour ça que c'est rarement joué, mais bon. Généralement, c'est joué dans les decks de Gain Life quand les gens veulent le mettre. Mais bon, c'est pas tant joué que ça. Et l'autre, il y en a un autre terrain qui s'appelle... Il y en a un autre terrain. Il y a l'autre Manland. Pour ceux qui se poseraient la question, je n'en parlerai pas malheureusement, pour une raison simple. C'est que déjà, il respecte pas mes critères. Mais surtout, il y a un autre problème, c'est qu'il est tout pourri ce terrain-là en fait. C'est peut-être un des pires en fait. Je parle du Lumberry Fall en fait. Le voilà. Donc le Lumberry Fall, c'est tout simplement un des pires manlands qui existe de Zendikar, de l'univers de Zendikar. Parce que le fait que ce soit Exprove en tant que créature
C'est juste une 3-3 sans autre capacité. Ça n'a pas vraiment intérêt. L'expro, c'est intéressant quand t'arrives à t'en servir pour protéger quelque chose de très important. C'est pas le cas ici. En plus, ça coûte 4 à activer. C'est mauvais en fait. Ben, vous dites, en standard, c'était joué. Parce que dans le temps des decks standards, vert et bleu était la couleur à. Enfin, comme dit, c'est trop explode. Fait que t'es quand même assez facile de. Le gars, s'il n'y a plus rien sur le terrain, c'est pas compliqué, tu fais trop par tour, puis le game va se finir. C'est vrai, oui, en effet. Fait que, ben, finalement, tu viens de me montrer que cette carte-là était au moins jouable en standard de l'époque. Ouais. Ben, pourquoi à l'heure Mais actuelle... pas tant. Peut-être t'as joué une, deux copies, mais c'est vraiment... Moi, je me rappelle, je jouais dans mon Soul Type Pack, j'en jouais parce que ça pouvait être une autre win condition si jamais... Ok, ouais, je comprends. Pas tant joué que ça, mais au moins, elle a déjà été jouée en standard. Ça a un petit peu redoré le blason, mais ça reste qu'aujourd'hui, elle est vraiment poche. Parce que... Non, ça. Je veux dire, il y a certains Madelons que je trouve même plus intéressants dans cette édition-là. Par exemple, la version Boros, c'est une 2-2 Double Strike. Il coûte certes 4 activés, mais l'intérêt, c'est de l'activer, puis de commencer à lui donner temporairement des tricks de combat. Dans un feature, par exemple. Et dans un feature, une Double Strike, bon, ça coûte 4 à activer, certes, puis il faut que tu gardes le terrain pour attaquer avec, donc ça va être techniquement 5. Mais ça reste que si t'es capable de te servir du mana, de tout mana derrière pour commencer à le booster, puis qu'il est Double Strike, ça va vite mal en cochon, là. Et voilà. Mais ce terrain-là, le Mainfall, c'est pourri. Tout pourri. C'est de la merde. Nien, c'est de poubelle. Et voilà. Et on va passer au dernier terrain, qui lui, par contre, est vachement intéressant. Il s'appelle le Sanctum of Yugin. Où es-tu? Le voilà. Le Sanctum of Yugin. Un terrain incolore que voici ici. Allez, et zoom. Voilà. Allez, let's go. Ah, tu me niaises. Arrête C'est de joué en niaiser. Tron, ça aussi, me semble. Comment? Me semble que c'est joué en Tron. Oui, c'est joué en un exemplaire en Tron. Ouais. Puis c'est joué dans mon deck de cas. Fait que dès que tu joues un deck d'Eldrazi, tu mets ça. Oui. Parce que... Tu sais, c'est colorless, tu fais comme, bah, ça fait quelque chose. Eh oui, effectivement. Un terrain incolore. Qui donne un incolore, évidemment. Puis en gros, la simple et unique raison, c'est parce que la capacité, c'est quand tu joues une carte colorless, qui coûte donc pas de coloré, qui coûte 7 ou plus, tu peux aller chercher une créature colorless, la révéler et le mettre dans ta main. Donc oui, effectivement, j'ai joué dans Tron, mais en un exemplaire. Pour la simple et unique raison qu'il faut laisser de la place déjà pour mettre des forêts, d'autres terrains utilitaires, comme Blackstone par exemple. Oui. La zone surtout. Oui. Donc il y en avait un autre dont je me rappelle plus c'est quoi. Mais surtout, les 3 pièces de trône en 4 exemplaires chacun. Oui, ça, c'est la base. C'est 12 là. Ouais. T'es obligé d'avoir ça, c'est la base. Ouais. Donc. Ben, tu vas jouer des basics ou des dual lane aussi. Quand tu joues genre Tron, tu vas jouer soit vert rouge, soit vert blanc. Ben, À moins que tu joues vraiment Blue Tron, là, mais. J'ai jamais vu du vert rouge Tron en fait. Je me rappelle dans une des raisons pourquoi c'est Burn of... Ah ouais, non, vert rouge, c'est vrai que ça a été... la laine qui donnait un point de vie, je pense, ça a été... Non, c'est la carte que quand l'adversaire gagne la vie... C'est vrai. A été ban, c'est vrai. C'est vrai, fait que des fois, mais c'est rare, là. Parce qu'avant, ça jouait... Ils ont dans Auto Victoire l'affaire de Kozilek, justement, qui fait 2 de dégâts. Ah, c'est vrai. T'as trop raison. Tu viens de me le rappeler, oui, en effet. Je viens de m'en rappeler. Là, c'est plus Effectivement, joué, je l'ai vu. Ouais, c'est plus joué. Mais je me rappelle, j'ai déjà croisé ça dans la vie. Là, tu viens de me faire ramener des souvenirs. Là. Oui, j'ai déjà croisé ce land-là. C'est vrai. Et il y avait genre... C'était uniquement pour une carte de side en plus, c'est ça le pire. Ouais. Genre, le Kozilek fait 2 bon. dégâts à toutes tes créatures, puis ça fait 5 à la place si t'as une autre condition dont je me rappelle plus, là. Ben, c'est comme je te dirais en ce moment, à cette heure, là, c'est genre ça, là, tu joues des triomphes pour splasher prismatique, pour le prismatique... Tu sais, qui coûte blanc X, puis que justement, selon le nombre de couleurs que tu as joué, tu exiles un permanent. C'est peu probable dans un deck Tron, parce que tout le reste est incolore. Non, non, pas de Tron, mais tu sais, je veux dire, c'est dans le principe de le monde va se mettre un laine qui va faire une autre couleur juste pour ça. Juste pour quelque chose de comme les decks spécifique. contrôle, par exemple. Oui, exactement. Ça se joue aucune carte, ça se joue juste pour une carte spécifique. Ouais, c'est ça.
C'est vrai que c'est niaiseux un peu, mais c'est quand même pas super comme idée. Ça reste que Triome, c'est cher un petit peu. Oui. Mais bref. Et donc, c'est quand même intéressant dans ce deck-là, de deck Tron pour le Sanctum of Ugin, pour la simple et unique raison que ça me permet d'aller rechercher une créature de plus au cas où l'adversaire a une réponse face à ton Planeswalker ou à ta grosse créature. Par exemple, un Comet Giant par exemple, un Ulamog, évidemment. Le Ulamog, Tu connais Ulamog? Oui. Lequel? Ah, je vais te le dire après. Tu sais quoi, il n'y a plus de terrain.